Pour commencer, je voulais tout simplement expliquer pourquoi, pour ma part, j'ai accepté de participer à ce colloque. Parce que, comme certains intervenants l'ont expliqué, ce n'est pas forcément évident, et moi aussi, sur les réseaux sociaux, j'ai eu quelques remarques acerbes, d'autant plus que j'ai écrit autrefois, et je n'en renie pas une ligne, un livre pour dire à quel point je voulais préserver l'éducation nationale, l'enseignement public, et à quel point j'estimais qu'il serait extrêmement dangereux de faire exploser l'éducation nationale, de la libéraliser d'un coup, notamment par un modèle totalement hors contrat, dans la mesure où je pensais que c'était une fracturation de la nation, et que ce serait extrêmement dangereux. Sauf que la fracturation de la nation, nous y sommes. Il me semble que l'état actuel du pays nous prouve que nous n'arrivons plus aujourd'hui à faire émerger, à fabriquer des hommes libres, émancipés. Et tout à l'heure, Niels Villemain parlait de sa conception du savoir, de l'idée que le savoir nous transforme, et que c'est ce savoir qui nous permet, je le traduis en mes propres termes, de devenir plus humains. Eh bien, c'est ça l'objet de l'éducation, c'était ça l'objet de l'instruction publique telle qu'elle avait été pensée par Condorcet. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons des jeunes Français qui peuvent tirer sur d'autres jeunes Français et que donc il est temps de se poser des questions. Et c'est donc pour ça que je suis ici, parce que j'ai été confrontée en tant que journaliste sur les questions d'éducation à des exemples. Un jeune professeur enseignant dans le collège public et qui avait fondé des ateliers pour récupérer ces élèves qui arrivaient en 6e en ne sachant même pas entendre les sons et les reproduire par des graphèmes. Et donc il avait mis en place tout un travail pour essayer de repérer où ça avait pêché. Des ateliers de réalphabétisation. C'est un garçon formidable, plein d'énergie. Eh bien, ces ateliers ont pris fin parce qu'il a aujourd'hui une direction d'établissement qui lui a expliqué que les élèves en banlieue étaient plus à l'aise à l'oral et que donc il fallait valoriser ce pourquoi ils étaient bons et que donc ces ateliers ne servaient pas à grand-chose. Voilà. Je connais également des professeurs, notamment un groupe qui s'appelle le GRIP, groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes, qui se bat depuis des années pour mettre en place des programmes qui marchent, là aussi, qui fonctionnent, qui sont progressifs. Ils ont perdu peu à peu leurs subventions. Alors je suis ici parce que, comme le disait Georges Clemenceau, quand il y a le feu à la maison, on ne regarde pas qui passe les seaux d'eau. Et donc je pense qu'il est temps de se mettre tous ensemble pour essayer de trouver les solutions qui marchent. Et la Fondation Espérance Banlieue a peut-être une part de la solution. Alors il n'est pas question d'essayer de dépouiller l'éducation nationale, de déshabiller Pierre pour habiller Paul, de prendre de l'argent là où on en manque déjà, parce que même si le budget de l'éducation nationale est aujourd'hui le plus important, derrière le service de la dette, c'est malgré tout un budget qui est nécessaire pour apporter ce que l'on peut. Et il y aurait évidemment des milliers de réformes à faire dans l'éducation nationale, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, ce n'est pas en enlevant de l'argent qu'on va arranger les choses. Simplement, il y a de la part de la Fondation Espérance Banlieue un travail, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui relève de deux choses. D'abord, je parlais tout à l'heure de l'idée de creuset de la nation. Eh bien, c'est ça qu'on a entendu. C'est un travail de service public. Pas seulement de service public, puisque ces directeurs d'école ont prononcé un mot, le mot institution. Parce que l'école, ce n'est pas seulement un service public, parce que l'éducation n'est pas un service. C'est une institution de la nation. Donc si, à travers ces écoles, la nation peut de nouveau retrouver, refonder cette institution pour permettre à des enfants de retrouver tout simplement une chance, si, à travers ces établissements, on peut leur apporter ce que doit apporter l'instruction publique, à savoir l'émancipation par des savoirs universels, alors il ne faut pas hésiter et cette dimension de service public doit être aidée, et doit être aidée financièrement, parce que le coût de la non-éducation, lui, n'est jamais chiffré en France. Et il me semble qu'il serait temps d'évaluer ce que nous coûtent collectivement les frustrations, les rancœurs, le malheur que crée
aujourd'hui un système scolaire qui est l'un des plus inégalitaires de tous les pays de l'OCDE, et on a vu les chiffres tout à l'heure, ils sont absolument accablants. Donc si on peut redonner un tout petit peu d'espérance, pas seulement aux élèves, mais aux professeurs aussi. Si on peut aujourd'hui trouver des méthodes, des modes de fonctionnement qui permettent à des jeunes professeurs de ne pas être laminés au bout de 2-3 ans, de ne pas avoir l'impression que toute leur énergie, toute leur vocation, tout ce pourquoi ils étaient là se perd dans un océan de renoncement, alors on aura enrichi la nation. Donc il me semble que l'articulation entre une fondation comme la Fondation Espérance Banlieue et le travail qu'elle accomplit sur le terrain, et de l'autre côté, l'éducation nationale ne doit pas du tout être de l'ordre de la concurrence. Et encore une fois, il ne s'agit surtout pas de mettre en danger l'éducation nationale, mais d'essayer de comprendre comment, à travers des initiatives de maires, à travers des entreprises qui prendraient conscience de leur participation au bien-être social, de leur participation à ce qui fait progresser la nation, et puis à travers l'aide de l'État qui pourrait financer ce qu'on pourrait appeler des projets pédagogiques innovants, Dieu sait qu'on en finance et qui ne servent pas à grand-chose, alors on pourrait trouver un modèle qui éventuellement pourrait fonctionner. Il me semble qu'aujourd'hui, on passe des milliards notamment à financer des plans numériques, alors que certaines études ont démontré que l'équipement en iPad, par exemple, ne sert rigoureusement à rien pour améliorer le niveau scolaire des élèves. On pourrait même citer tous ces ingénieurs de la Silicon Valley qui mettent leurs propres enfants dans des écoles où, au contraire, il n'y a surtout pas d'écran. Donc il me semble que de l'argent, il doit être possible d'en trouver, ou en tout cas de le redistribuer de façon efficace, et encore une fois, en permettant à tous d'essayer de trouver enfin une solution pour qu'on ne détruise pas, pour qu'on ne gâche pas des millions d'intelligence, des millions de vocations, des millions de possibilités de faire de ce pays ce qu'il doit rester, à savoir un grand pays.